sujet. On va parler de l'énergie sexuelle. Initialement, d'abord me présenter, mon nom c'est Damian, ma femme Alejandra. Nous sommes de l'Argentine, donc c'est un grand plaisir d'être ici au Maroc. On se sent comme chez nous, on conduise comme des malades, comme chez nous. C'est bon. Il faut toujours être avec quatre yeux, comme chez nous. Mais vous êtes français? Non, je suis argentin, mais j'ai vécu longtemps en France. Pour ça, vous n'avez pas d'accent. Non, mais vous allez voir que pendant la conférence, je commence à voir des hispanismes, je commence à dire des mots bizarres. Je suis devenu un truc un peu hybride. Ok. Donc, initialement, cet atelier, il dure 7-8 heures, parce que c'est un sujet franchement très très vaste. On va essayer de concentrer les sujets les plus importants, les thèmes les plus importants. Objectif de la rencontre, c'est découvrir le sacré dans le plus profond de la sexualité, et la sexualité dans le plus profond du sacré. Utiliser la sexualité et ne pas laisser que la sexualité l'utilise, et générer de la conscience concernant l'importance de l'énergie sexuelle dans le réveil des personnes. Ok. Donc, on va faire de cette manière. On va d'abord commencer par tout ce qu'il y a en jeu à niveau énergétique dans un couple. Ça, c'est la première chose que l'on va faire. Et d'abord, on va parler de l'attraction, de la loi d'attraction. C'est très très important comprendre et je veux dire intégrer cette loi d'attraction qui dit « nous attirons ce que nous vibrons ». C'est très important. J'ai maintenant plus de 40 ans, mais quand j'étais jeune, il y a un peintre, je crois qu'il est espagnol, le grec, vous le connaissez? On appelle le grec, le greco. Il est espagnol? Je ne sais pas si c'est italien. Parce qu'il y en a un qui avait pris un nom. D'accord, el greco. Je ne sais pas si vous avez vu les peintures du greco. Il se caractérise parce que c'est Jésus-Christ. Ils sont franchement très, très émouvants parce qu'ils ont toujours le regard martyr et ils regardent comme ça le ciel. Moi, il y a 10, 15 ans, 20 ans, j'avais exactement les mêmes yeux que Jésus-Christ et je demandais toujours à l'univers pourquoi dans ma vie j'attirais seulement les folles. C'était la question que je me posais toujours. Pourquoi? Parce que je ne savais pas cette loi d'attraction. Évidemment, j'étais beaucoup plus fou que les folles. Mais c'était quelque chose de systématique. J'allais dans un bar, et il y avait deux filles, j'étais avec un copain, vas-y, choisis, essaye, et je choisissais, et systématiquement, je me renseignais toujours que la cousine, la sœur, l'amie, était beaucoup plus tranquille de ce que moi j'avais choisi. C'était systématique. 10 fois de 10, je tombais toujours sur ça. J'attirais toujours la folle. Donc, une des choses qu'après j'ai appris, c'est que il y a un grand mensonge dans le monde physique qu'on nous a appris. On nous a toujours dit que l'attraction se fait par les opposés. C'est vrai? On nous a toujours dit ça. Donc, c'est rigolo. Parce que, en fait, dans le monde métaphysique, je vais le dire d'une manière très très simple. On va attendre. Je vais le dire de manière très très simple, mais ce qu'il faut comprendre, et il faut essayer de le mener à tout notre environnement, c'est que une énergie basse attire une autre énergie basse. Et une énergie de haute vibration attire une autre énergie de haute vibration. Et ça, c'est valable pour toutes nos relations. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que une des questions qu'on nous pose toujours avec Alejandra, c'est de nous demander, Damien ou Alejandra, comment je sais que je suis en train d'évoluer? Parce que maintenant, grâce à Internet, on peut visualiser, je sais pas, des milliers de minutes
de cours spirituels, on peut faire des tas d'ateliers, on peut faire des tas de méditations, on peut faire des tas de trucs, mais comment savoir si je suis en train d'évoluer? Alors, il y a ce qu'on appelle plusieurs indicateurs, mais un des indicateurs qui est très très important dans l'évolution d'une personne, c'est commencer à regarder. Je ne sais pas, si mon chemin spirituel a commencé il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voir si dans les dernières 5 années, quel genre de nouvelles personnes je suis en train d'attirer dans ma vie. Ça, c'est très très important. Savoir quel type de personnes je suis en train d'attirer dans ma vie. Est-ce que le nombre de relations toxiques dans ma vie a diminué ou a augmenté? S'il a diminué, c'est bien. Alors s'il a augmenté, il y a un problème. Ça dépend aussi des personnes qu'on dégage aussi. Exactement. Quand je change la vibration, il y a un dégagement qui se produit s'il doit se produire. Parce que il y a un truc que les gens ne comprennent pas, ou la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que, comme on disait avant, l'univers, Dieu, la source, la divinité, peu importe le nom, lui, il voit 2 énergies basses. Il voit une personne qui a peur d'être volée et une personne qui veut voler. Il dit énergie basse, on rassemble. On a fait une recherche, un expériment aux États-Unis, après si vous voulez me demander, où on demandait à des pickpockets, on dit ceux qui volent donc le porte-monnaie, on demandait à des pickpockets qui regardent des gens et qui disent s'ils trouvaient que c'était des gens qu'on pouvait voler volables, d'une certaine manière. Hein. Donc, et ils leur présentaient des gens, on va dire normaux, qui finissaient le travail à 18h, stressés comme ça, et on montrait des gens qui finissaient un cours de méditation, de yoga, on va dire qu'ils avaient élevé leur énergie. Et pareil, 9 fois sur 10, disaient les recherches, les résultats, c'est que le voleur, il choisissait tout le temps la personne qui était en basse vibration. Et quand on lui demandait pourquoi pas cette personne-là qui venait de finir le cours de méditation ou de yoga, il disait, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut pas y aller. Bien sûr, ce je ne sais pas, c'est quelque chose énergétique. Donc, on dit toujours avec Alejandra là qu'en Argentine, c'est un peu chaud dans les rues, le soir, c'est pour ça qu'on se sent comme chez nous. Ce qu'on fait quand on marche tout seul dans la rue, on commence à faire de la respiration, on commence à changer notre énergie. Et ça marche. Heureusement, ça marche. Et c'est pareil avec l'énergie des maisons, tout est pareil. Donc, une des premières choses que je vais voir au sujet de l'énergie sexuelle, après on va parler de ce que c'est l'énergie sexuelle, mais d'abord je veux parler de la rencontre. Alors, une des premières choses qu'on doit savoir, c'est que on attire selon notre vibration. Après, c'est important de retenir parce qu'on va faire un petit résumé qui est très sympa et très utile. Ok. Après, le deuxième truc, c'est que on va parler d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et ça, c'est valable. Avant, on parlait il y a pas mal d'années qu'on fait cette rencontre avec ma femme, et on parlait toujours de l'énergie de la femme et l'énergie de l'homme. Et un jour, à la sortie d'un atelier, d'une rencontre, il y a un couple homosexuel qui est venu. C'est bien que je dis homosexuel, c'est pas non, parce qu'en Argentine il y a des mots spéciaux, pas fâcher les gens, c'est bon, je peux dire gay, ok. Gay, on dit aussi, ok. Il y avait un couple gay, et il nous a dit ah Damien, c'est incroyable ce que tu as dit, on s'est retrouvés parfaitement les deux dans ce que tu décrivais. Alors je me suis dit, ah ouais Damien, il faut que tu commences un petit peu à parler plus tôt, donc pas d'hommes et de femmes, sinon
d'essence ou d'énergie féminine et énergie masculine, en sachant que chacun d'entre nous a également les deux énergies. D'accord? Mais on va dire que dans un couple, n'importe de quelle sexualité, il y a toujours, on va dire, deux énergies à plus grande concentration qui se retrouvent, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Le yin et le yang. Pardon? Le yin et le yang. Oui, exactement, le yin et le yang. Et c'est intéressant de savoir quelle est la caractéristique de ces deux énergies, parce que au moment de faire l'amour, ces deux caractéristiques vont être très très importantes. Il faut savoir également que selon les sagesses ancestrales, la métaphysique, la forme de l'âme de l'énergie masculine de l'homme est comme un tube. Et la forme de l'âme de la femme est plutôt comme un vase. C'est intéressant ça, parce que c'est intéressant de toujours voir les connexions. Il y a une sociologue chilienne qui, un jour, le mari l'a laissé, l'a abandonné. Et quand elle a voulu comprendre pourquoi, le mari, il n'avait pas été infidèle, du moins c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il s'était séparé parce qu'il ne s'était pas compris. La communication ne passait pas parce que, on dirait, c'était comme deux espèces différentes qui n'arrivaient pas à communiquer. Alors à partir de là, après la crise, elle a décidé de faire un travail extraordinaire sur qu'est-ce que c'est que l'essence féminine et qu'est-ce que c'est que l'essence masculine. Et pour cela, elle a fait des recherches, elle a fait des recherches, elle a fait des investigations, elle a demandé à toute la société chilienne, toutes les générations, culture, peuple originaire, classe sociale, tout ça, elle a fait un mélange. Elle posait toujours la même question. Si je te dis le mot ovaire, quel mot tu me retournes? Et si je te dis le mot spermatozoïde, quel mot tu me retournes? C'était ça à peu près la question. Donc, avec ovaire, on disait, elle recevait le mot retenir, amour, nid, mère, cette énergie-là. Et quand elle disait le mot spermatozoïde, elle recevait les mots conquête, lâcher, compétition. Elle recevait ces mots-là. Donc, elle a essayé de chercher deux mots qui puissent d'une certaine manière concentrer et décrire énergétiquement ce que c'était l'énergie de l'essence féminine de l'ovaire, est-ce que c'était l'essence masculine, la définition de l'espermatozoïde. Elle s'est retrouvée avec ces deux mots. Retenir, lâcher. Donc, elle a commencé à travailler avec ces deux mots, et puis elle s'est rendue compte que finalement, d'une certaine manière, la femme, ou bien l'énergie féminine, elle est formatée à travers tout ce qui est retenir. Et l'énergie masculine, à travers tout ce qui est lâcher. Donc, elle s'est rendue compte que dans le quotidien, la femme avait ou l'énergie féminine avait beaucoup plus de facilité pour retenir, et l'homme pour lâcher. Et avec Alejandra, elle a commencé. C'est rigolo parce que quand on a commencé à faire nos recherches, à nous intéresser à l'énergie masculine, et quand on est tombé sur ça, je peux vous dire que ça fait, je ne sais pas combien de rencontres on a fait, peut-être 100, 200, je ne sais pas. On continue à être, si vous voulez, prisonnier du même format. Par exemple, ça veut dire que la femme, par nature, elle retient. Vous avez vu, dans un couple, la plupart de l'énergie féminine, c'est toujours celle qui se rappelle le jour où on s'est rencontrés, comme il a été habillé, je sais pas, le ticket de métro, moi je suis vieux, où elle m'a écrit le téléphone, etc. Et elle retient les dents de ses enfants, le cordon, comment on appelle le cordon ombilical, etc., etc. Et l'homme, il a beaucoup plus de facilité pour lâcher. C'est pour ça qu'un homme, la plupart des fois, où l'énergie masculine peut tourner une page amoureuse beaucoup plus rapidement, etc., etc. Mais
Ce qui est intéressant, c'est que moi je me suis rendu compte que dans les discussions entre un homme et une femme, ce patron, il continue à nouveau d'exister. Par exemple, la plupart des hommes, oui, parce que cette sociologue chilienne, elle disait quelque chose de très intéressant, c'est qu'une des choses qui l'ahurissait le plus dans sa vie, c'était qu'elle était incapable de comprendre comment un homme, en pleine discussion avec sa femme dans le lit, il était capable de s'endormir. C'était merveilleux. Elle n'était absolument pas capable de comprendre comme ça pouvait se passer. Donc, si vous regardez un couple qui discute, qui s'engueule le soir avant de dormir, il y a un patron qui va se répéter métaphysiquement, ça a à voir avec l'âme. Plus le temps passe, plus l'homme il lâche, et plus le temps passe, plus la femme elle retient. Alors, si un couple, la plupart des couples, quand une énergie féminine s'engueule avec une énergie masculine, le matin suivant, on va supposer qu'ils ont dormi 8 heures, l'homme, il a lâché pendant 8 heures, donc il se réveille, comme on dit en Argentine, frais comme une salade. Et il regarde sa femme, il dit « Oh mon amour, ça va bien, c'est génial, et on oublie tout va bien. » Et la femme, elle n'a pas oublié, elle n'a même pas dormi. Elle attend comme ça que l'homme il se réveille, parce qu'elle veut continuer à parler. Et les 8 heures qui sont passées, c'est donc, avec Alejandra, on s'est rendu compte de quelque chose qui est très intéressant quand on... Non, il n'y a pas de souci. On s'est rendu compte de quelque chose qui est très intéressant quand on se dispute. C'est qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Parce que plus le temps passe, plus elle retient, et plus le temps passe, moins je lâche plus. Donc il faut essayer de trouver un équilibre pour qu'elle ne retienne pas trop et moi je puisse lâcher quelque chose. Un couple qui n'est pas conscient, il commence à avoir des problèmes simplement par des cosmovisions complètement différentes. On n'a pas trop le temps d'expliquer comment on passe de retenir et lâcher, mais il y a quelque chose de très très important et je vous invite à l'observer dans votre quotidien pour savoir quelle énergie féminine ou masculine habite en vous dans des moments déterminés de notre vie, parce que cette énergie, elle change. Mais des fois, on ne sait même pas comment identifier l'énergie féminine. Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir, qui ont trop d'énergie masculine, c'est normal, on vit dans une société complètement patriarcale, on dit comme ça. Donc c'est très difficile pour une femme avoir son énergie féminine, parce que le système, il la bouffe complètement. Donc c'est normal qu'il doit sortir la guerrière et l'énergie masculine. Mais ce qui est le plus triste, c'est que quand une femme, elle veut récupérer son énergie féminine, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Une fois, on était au Mexique, une femme nous a dit, Damien, elle était super masculine, elle était habillée comme ça, à un niveau très masculin, et elle parlait d'une manière très masculine. Elle disait, Damien, je ne sais pas pourquoi, j'attire que des personnes homo. Non? Et je disais, bon, écoute, c'est parce que tu as beaucoup d'énergie masculine, donc tu vas attirer quelqu'un avec beaucoup d'énergie féminine, et limite, il est peut-être tellement féminin qu'il peut être comme ça. Ah, donc d'accord, je dois travailler mon énergie féminine. Oui, tu dois travailler ton énergie féminine. Ah, d'accord, donc je dois être faible. Non, c'est pas ça. Ah, je dois être vulnérable. Non, c'est pas ça. Tu dois apprendre à savourer les processus. L'énergie féminine est experte. Elle a une expertise, c'est d'apprendre à savourer les processus. Il y a un autre mot, savourer. Comment je pourrais dire? Apprécier. Voilà, merci. Tu dois apprendre à apprécier le processus. L'énergie féminine, elle sait apprécier les processus. Et l'énergie masculine, elle sait avancer vers des objectifs. L'énergie féminine, elle est experte pour apprécier les processus. Et l'énergie masculine, elle est experte pour avancer vers ses objectifs. Ce qu'on peut comprendre là, c'est que
besoin des hommes après pour poser des questions. On disait qu'une des caractéristiques de l'énergie masculine, c'est avancer vers les objectifs, et l'énergie féminine, c'est savoir apprécier les processus. Après, quand on va arriver au moment de faire l'amour, c'est important de comprendre comment bougent ces énergies. Parce que, pour faire un résumé très très rapide de tout ce qu'il y a en jeu dans une relation sexuelle consciente, il s'agit de savoir apprécier le processus. C'est pour ça que l'énergie masculine a beaucoup plus de choses à apprendre que l'énergie féminine. D'accord ? Donc, mais regardez ça comme dans la vie quotidienne. Un couple, où, quand je parle de couple, je parle d'une énergie féminine, une énergie masculine, qui n'est pas consciente de ces différentes caractéristiques et de ces différentes énergies qui l'habitent, ça peut partir en clash tout le temps. Je vais vous donner un exemple. Et je vous disais qu'avec Alejandra, on a fait 1000 fois cet atelier et chaque fois qu'on va au supermarché, c'est exactement pareil. Je vais demander aux hommes ou aux énergies masculines, quand on va à une grande surface avec notre femme, quel est l'objectif? Quel est votre objectif chaque fois que vous entrez à une grande surface? En sortir. En sortir. En sortir. Et je me permettrai de rajouter en sortir le plus rapidement possible. C'est très important ça, de comprendre. Il y a un couple qui rentre à un supermarché, l'énergie masculine, c'est un truc métaphysique, après on va parler, si on a le temps, de cette caractéristique de l'âme, mais son objectif quand il rentre à un supermarché, c'est avancer rapidement, lâcher. J'ai le supermarché sur moi, je peux le lâcher le plus rapidement possible parce que c'est mon essence masculine qui me le demande. Maintenant, je demande aux femmes, quel est votre objectif quand vous en rentrez dans un shopping, dans une grande surface, c'est quoi votre objectif? Rester, encore, j'aime bien, rester, mais rester. C'est apprécier le moment. Apprécier le moment, savourer l'instant. Passer un bon moment. Passer un bon moment, même si c'est dans une grande surface. Ok. Écoutez-vous, c'est important. Il y en a un qui rentre. Moi, tous les cas c'est pareil. Je veux partir le plus rapidement possible de l'endroit, et l'autre personne, elle veut savourer le moment. Il y a de grandes possibilités d'explosion. Alors, c'est rigolo parce que s'il y aurait un drone qui nous suivrait, Alejandra et moi, Alejandra elle va contente, elle commence à se balader genre Heidi, on dit Heidi comme ça, et moi derrière, la seule chose que je fais c'est respirer. Tranquille, zen, pour combattre mon démon, comme ça, c'est mon essence. Donc, chaque fois c'est pareil, on se distribue les tâches. Moi je veux la liste, parce que la liste des objets, ça te permet de sortir plus rapidement. Donc tu l'assois et tu lui dis, dis-moi tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on le note ici. Après on se distribue les tâches. Moi je vais du côté de la droite parce qu'il y a des trucs pour les mecs, après je te rejoins parce qu'elle va super tranquille en regardant. Et Damien va, comme derrière Alejandra, comme un malade, elle commence à lui rajouter tout dans le chariot, c'est exactement ça. Et soudain Damien il a réussi à se rapprocher de la caissière. Et Alejandra, un peu comme les Cro-Magnons avec les cheveux comme ça, et soudain Alejandra elle me dit, je vais aller voir un petit peu les vêtements. Et Damien fait, c'est une bombe nucléaire dans ma tête. Mais c'est intéressant où elle me dit, je vais aller voir des trucs. Et pourquoi Damien, il y a une explosion dans son cerveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est rigolo une explosion, mais c'est aussi rigolo de savoir pourquoi le cerveau de Damien explose. Parce que après le cerveau de Damien, il explose, et Alejandra ne comprend pas. Bon, maintenant elle le comprend parce qu'elle est venue ici pas mal de fois. Elle devrait. Mais la femme ne comprend pas pourquoi le cerveau de son mari explose et il se fâche comme ça, simplement parce qu'elle veut 5 minutes de plus pour voir le matériel. Pourquoi? Parce que l'objectif, il s'éloigne de l'homme. C'est aussi bête que ça. Son objectif, il s'éloigne. Alors, la femme, elle doit savoir ça, et l'homme, également, il doit apprendre à apprécier un processus. 5 minutes, c'est pas grave. Mais, si tu fais ça un jeudi soir où les deux sont fatigués,
ça peut se passer, ça peut pas bien se passer. Un autre exemple. Ici, près de Marrakech, est-ce qu'il y a un endroit où tu arrives pour passer un séjour, je sais pas, 5-6 heures d'ici? Tu peux voyager. Tu peux voyager, un endroit, n'importe lequel. On va imaginer qu'on a réservé avec Alejandra là, un hôtel le samedi matin. C'est important les données. Le samedi matin, et on ne peut pas voyager le vendredi soir, comme l'homme, ça lui plairait. Mais bon, on voyage le samedi matin. D'accord. Et on doit arriver, on a le check-in, on va dire, à 10 heures. Et la distance, c'est, je sais pas, 400-500 km. Ok? On va imaginer cette situation. Et on va imaginer qu'on part en vacances, je sais pas, 5 jours. Même pas le week-end, 5-6 jours. Question pour les hommes, ou pour l'énergie masculine, ou pour l'énergie féminine qui connaît l'énergie masculine. Quand commencent les vacances de l'énergie masculine? Quand on est arrivé. C'est comme ça, on est Cro-Magnon, hein. Tant qu'on n'a pas fait le check-in, on n'est pas arrivé. Tant qu'on n'est pas dans la plage, on n'est pas arrivé. Maintenant, je vais poser la question, quand est-ce que commencent les vacances de l'énergie féminine? Au départ. Ça, c'est un plaisir de voir le paysage. Regardez le paysage, on me dit... C'est 2 jours, c'est pas... 2 jours avant, on me dit toujours pendant que je fais les valises. Oui. On me dit également ça. Regardez encore une fois. Tu as une personne qui est déjà en vacances et tu as une personne qui n'est pas encore arrivée à ses vacances. Et c'est un truc énergétique. Et ça a à voir avec la forme de ton âme. Donc, c'est important. Et c'est pareil, après l'homme, on arrive à sortir, toujours Damien pressé parce qu'il n'est pas encore en vacances. Et Alejandra, elle va super tranquille parce qu'elle est déjà en vacances, elle a déjà regardé les tickets, elle a déjà pensé à l'hôtel, elle a déjà fait le casse-croûte. C'est pas la règle. C'est pas la règle, c'est-à-dire. Mais il y a toujours des exceptions qui... Bien sûr qu'il y a des exceptions. Bien sûr. Personnellement, je suis pas d'accord avec la dame, mais elle disait que voilà, le plus important, c'est pour un homme, c'est finalement la destination, le purpose, le target, l'arrivée. Oui, c'est quand on arrive à satisfaire le besoin, c'est-à-dire arriver à la plage. Ce que je pense, c'est que tout le process, durant tout le process, c'est-à-dire dès qu'on se décide, ça fait 1 mois ou 2 mois en avance, je commence à développer mes idées personnellement, c'est ça. Je commence à développer mes idées. Déjà, d'arriver à la plage, ça peut se faire par des étapes, c'est-à-dire savourer, vivre le moment. C'est-à-dire s'inspirer, adopter des techniques de réflexe, cultiver d'une manière consciente, intelligence positive, ça ne pas. Sinon, si on se restreint dans le point de vue de très bien, l'homme, il veut bien uniquement le target, excusez-moi si je monopolise la conversation, c'est-à-dire l'homme, il est satisfait uniquement quand il arrive au point Z. Non. Mais c'est l'énergie féminine que vous avez qui vous permet de... C'est pas ça, c'est pas ça. C'est en parallèle, alors je vais vous donner ça, si on raisonne un peu en parallèle avec même dans la relation sexuelle. Oui. La relation sexuelle, chez l'homme, on dit toujours que c'est la cloche. C'est-à-dire c'est lui qui arrive le premier et compagnie, et que la femme, il a plus d'énergie. C'est un système qui est permanent, alors que l'homme, c'est un système qui est transitoire. Oui. En 2 cloches, 2 crêtes. Voilà, il y a le pic. C'est pas toujours vrai. On est d'accord, c'est ce qu'on a dit au début, c'est des caricatures. On est en train de parler de l'essence féminine et de l'essence masculine, mais on a dit avant qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont en eux de l'énergie féminine, et c'est très très bien. Et il y a beaucoup de femmes en elles qui ont l'énergie masculine. Il y a beaucoup de couples qui nous ont dit que dans un supermarché, c'était à l'envers, que l'homme, il traînait un petit peu partout, et la femme, c'était celle qui était le plus speed pour accomplir les objectifs. Donc, donc, c'est bien. Ce qu'on dit, c'est pas un problème, mais il faut reconnaître, à niveau métaphysique, à quoi correspond chaque énergie. Si toi, tu arrives à savourer et à apprécier le processus, c'est super, parce que ça veut dire que tu as de l'énergie féminine développée en toi, et c'est ce qu'on a besoin. Donc,
c'est pas mauvais, parce qu'on n'est pas 100% énergie masculine. Non, mais ça, c'est l'équilibre. Ça devrait être l'équilibre. Ça devrait. C'est pas toujours équilibré. Pourquoi il ne s'agit pas juste de perception on peut justement avoir deux perceptions différentes, être dans l'acceptation de deux perceptions différentes et vivre avec, en sachant que voilà, que nous avons une énergie masculine et une énergie féminine. Souvent, pour la lunette, je vous prie d'excuser, la lumière est très forte. Et juste être dans cette optique-là, au lieu de un peu partir soit dans un jugement X ou Y, et juste être dans l'acceptation de reconnaître la différence, accepter la différence. C'est juste ça, je pense qu'on est là pour ça, justement. Et, on est d'accord, on est absolument d'accord. C'est deux perceptions différentes. C'est deux perceptions, c'est deux cosmogonies différentes. Tout à fait. On est d'accord, on est d'accord. Je te remercie, je suis d'accord. Oui. Je rebondis sur l'idée que vous avez évoquée, c'est que l'acceptation. L'acceptation, c'est une chose qui est très importante, et la première acceptation à faire, à mon avis, c'est l'acceptation de l'énergie, de soi et de l'énergie masculine et féminine qu'on a. Et surtout pour les femmes, ils acceptent facilement l'énergie masculine. Par contre, les hommes, il arrive, c'est pas tous les hommes, mais une grande partie des hommes arrivent difficilement, carrément, ils ignorent l'énergie féminine qu'ils ont. C'est encore plus révolu. Vous prenez le Maroc, vous avez de plus en plus de gens ébis et on le revendique plus facilement. Il y a toujours, on va l'appeler un peu cette énergie féminine qui va être un peu artistique, mais il y a de plus en plus d'acceptation. On est dans un cheminement qui un début, oui, tout à fait. Oui, mais là, il n'y a pas forcément de confusion avec la sexualité. C'est pas parce qu'on a une énergie féminine qu'on est tout à fait. Ni bisexuel, ça n'a rien à voir. On est tout à fait d'accord. Mais on va continuer à avancer, mais je suis très content parce que ça enrichit beaucoup ce que vous avez dit. Donc c'est bien. Et je suis d'accord, hein. On n'est pas en désaccord. C'est bien. Ok. On va parler un petit peu de l'énergie sexuelle parce que sinon on ne va pas arriver à tout ce que je souhaiterais que l'on puisse voir. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Je sais pas. Qu'est-ce que l'énergie sexuelle? Et on va parler en termes métaphysiques. Hein. C'est très important de savoir qu'on est dans une sphère métaphysique. Qu'est-ce que pour vous l'énergie sexuelle? Non, c'est une énergie. C'est une énergie, on est d'accord. C'est pas la Kundalini, c'est ça ce qu'on appelle? Ça a à voir avec la Kundalini, on va voir ça également. Deuxième chakra. Ça a à voir avec le deuxième chakra, on est tout à fait d'accord. Le deuxième ou le premier? Le deuxième, c'est le chakra sexuel, c'est le deuxième, tout à fait. On va en parler. Il y a une relation avec le premier. C'est la créativité. C'est la créativité, quoi d'autre? C'est le plaisir. C'est le plaisir, d'accord. L'énergie sexuelle, c'est tout ce qui nous permet de créer, de faire naître. On dit en français, donner à la lumière, non, on ne dit pas comme ça. Quand une mère... Non. Donne la vie. Donne la vie. Ok, en Argentine, on dit... Irradier, non, mais c'est une expression quand tu fais naître quelque chose, tu dis da la luz. C'est-à-dire tu donnes. Donner à la lumière, on dit en français? Donner la lumière, ok. C'est tout ce qui te permet alors de donner la lumière. Si ce terme existe, c'est très important de comprendre. Donc chaque fois que je vais donner la lumière à quelque chose, ce qui va dépendre de que je puisse matérialiser ou pas ce que je veux donner à la lumière, ça va dépendre de comment je bouge mon énergie sexuelle. Donc, maintenant, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce que je peux donner à la lumière? Qu'est-ce que je peux créer? Je peux créer un enfant, bien entendu, avec mon couple. Quoi d'autre? Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Quoi d'autre? Ça développe tous les chakras, c'est-à-dire qu'on est en pleine expansion, ça devient surdimensionné, c'est-à-dire que tous les sons sont en exaltation. Et après, lorsqu'on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il faut que la personne en face soit dans ce même registre.
On est Après, d'accord. on va avoir par exemple le problème d'énergie sexuelle lorsqu'on a souvent affaire à un pervers narcissique. Et à ce moment-là, c'est des gens en face qui sont voraces de l'énergie sexuelle D'accord. et qui leur permet à eux, et seulement à eux, de développer et de développer certains aspects. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un partage. On est d'accord. On est vraiment dans de la On est d'accord. On va en parler de ça, mais avant, j'aimerais bien que ça soit clair, tous les aspects de notre vie que rentre en jeu l'énergie sexuelle. Donc, qu'est-ce que je crée dans ma vie? Qu'est-ce que je matérialise? À quoi je donne la lumière? On a dit à un enfant, à un projet, À la continuité du couple même. la continuité du couple, Parce que les projets, un moment, s'il vous plaît. Les projets, les pensées, les désirs, chaque fois que je cherche à matérialiser quelque chose, ce que va dépendre ma capacité de pouvoir matérialiser ou pas mes pensées, mes désirs et mes projets, ça va dépendre de mon énergie sexuelle. Donc, dans tout processus de création, ce qui rentre en jeu, c'est mon énergie sexuelle. C'est quelque chose de très très important. Et l'énergie sexuelle, comme a très bien dit la dame, elle se situe dans le deuxième chakra. Donc, cela veut dire que si dans ma vie, du quotidien, j'ai du mal à matérialiser mes pensées, mes désirs et mes projets, j'ai un problème d'énergie sexuelle bloqué dans le chakra. À niveau métaphysique, c'est comme ça que ça fonctionne. Si j'ai tout le temps la sensation que les choses sont là, un emploi, un travail, un couple, un projet, une maison, et qu'il lui manque toujours un petit peu pour se matérialiser, et c'est quelque chose qui se répète de manière constante dans ma vie, il n'y a pas 3000 chemins, il y en a un seul. J'ai un problème de blocage d'énergie sexuelle et ça n'a rien à voir avec, on va en parler après, avec les relations sexuelles. Ça n'a rien à voir. Je peux faire l'amour 10 fois par jour ou 10 fois pendant 10 années, ça n'a rien à voir avec le blocage de ton chakra numéro 2. Alors, ce que je dois comprendre, ça on va en parler beaucoup, on va parler beaucoup de ce sujet, de comment on débloque et on bloque le chakra numéro 2. On va en parler le samedi matin, on va faire des exercices. Mais d'abord, ce que je dois comprendre, c'est que chaque fois que Alejandra et moi, nous recevons quelqu'un qui a un problème justement pour matérialiser les choses dans la vie, on va directement au chakra sexuel. C'est la première chose qu'on commence à parler avec cette personne. Donc, ce que je dois comprendre, c'est que comment se bloque le chakra sexuel, on va en parler le samedi, mais c'est comme une passoire. L'énergie sexuelle, quand elle se densifie, elle se transforme en quelque chose de aussi dense que les choses qui sont à niveau énergétique ne peuvent pas traverser la passoire qui est le chakra numéro 2 et n'arrivent pas à se matérialiser. On va en parler après le samedi. Mais maintenant, ce que je souhaite, alors, pouvoir avancer avant de passer aux relations sexuelles, c'est que une des choses qui bloque, et c'est ce dont on va en parler maintenant, une des choses qui bloque le plus et qui débloque le plus le chakra numéro 2, une des choses, c'est pas la seule, c'est les relations sexuelles. Ça dépend comment elles sont faites. D'accord? Est-ce que ici, à niveau astrologique, il y a des personnes qui sont du signe de Taureau ou du Scorpion? La personne ascendant, ou dans l'ascendant, c'est pareil, dans l'ascendant, Scorpion. Personne. Ou il y a des timides, on ne sait pas. Ok. Donc, pour toutes les personnes avec un ascendant, Scorpion, Taureau, dans le signe solaire ou dans la lune, tout ce que je vais dire aujourd'hui et le samedi concernant les relations sexuelles, ça multiplie par 10. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité pour débloquer le chakra ainsi que pour le bloquer. L'énergie sexuelle pour ces signes-là, c'est vital. Ok? D'accord. Alors, on disait que l'énergie sexuelle est avant tout une énergie de création. D'accord? Qui nous permet de créer quoi que ce soit.
Et il faut savoir que l'énergie sexuelle, quand est-ce que rentre en jeu l'énergie sexuelle? Elle rentre en jeu, par exemple, si je dis, je sais pas, je vais faire mon propre business de quoi que ce soit, si je vais le faire tout seul, c'est ma propre énergie sexuelle qui rentre en jeu. Alors, par contre, ça c'est très intéressant parce que les peuples originaires de l'Amérique latine disent ça il y a des millénaires, que l'homme a 3 types d'énergie sexuelle qui rentrent en jeu. Il y a la propre énergie sexuelle, mais après, par exemple, je veux faire un projet avec un ami, avec un pote, avec un copain. Je veux dire, toi et moi, avec Ali, on va faire un business, on va faire un projet. Je dis, Ali, on va faire quelque chose, toi et moi. De quoi va dépendre qu'on puisse, avec Ali, matérialiser ou pas matérialiser notre projet? De comment est-ce qu'on va bouger notre énergie sexuelle entre nous. En Amérique latine, l'énergie sexuelle entre quelqu'un du même sexe, ça ne veut pas dire des relations sexuelles, ça veut dire l'énergie sexuelle entre quelqu'un du même sexe, on appelle yananti. D'accord? Et si par contre, avec mon ami Mouna, on va faire un projet, la capacité qu'on ait de matérialiser ou pas ce que l'on veut faire va dépendre de notre énergie sexuelle. C'est pour ça qu'une personne, toute personne dans la vie, doit se demander, est-ce qu'une de ces 3 énergies sexuelles a un blocage? Parce qu'il y a des personnes il y a des femmes qui ont beaucoup plus de facilité à travailler avec des hommes, ça veut dire qu'elles ont un problème à niveau de l'énergie sexuelle du yananti, c'est-à-dire avec d'autres femmes. Il y a des hommes qui ont du mal à travailler avec des femmes, des hommes qui ont du mal à travailler avec d'autres hommes. Donc une question intéressante que l'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai les 3 types d'énergie sexuelle qui fonctionnent correctement en moi? Est-ce que j'ai la même facilité pour matérialiser des projets dans ma vie, soit moi-même, soit avec les gens du même sexe, ou soit avec des gens de différents sexes? C'est une des 3 questions qu'on doit se poser toujours pour savoir quelle est mon énergie sexuelle, comment est-ce qu'elle est en train de fonctionner. Quelqu'un avait une question? Ou un commentaire? C'est bon? Ok. Non, pardon, je comprends pas les 3 différences. Les 3 différences. Ok, je récapitule. On a dit que l'énergie sexuelle, c'est ma capacité à créer des choses. C'est-à-dire, j'imagine, un processus de création, ça veut dire, en métaphysique, que j'imagine et que je le matérialise. Au moment que je l'ai matérialisé, ma créativité a fonctionné. On est d'accord? Bien. Si je dois, on va dire, confronter un processus de créativité moi tout seul, c'est-à-dire, il n'y a pas une autre personne impliquée, je n'ai pas un associé. Dans un cas, je sais pas, mon projet c'est de vendre des vêtements, je sais pas, n'importe quel projet. Si je réussis à le faire ou je ne réussis pas à le faire, ça va dépendre de ma propre énergie sexuelle. Maintenant, il se peut que pour pouvoir matérialiser ce projet, je m'associe avec quelqu'un. On est d'accord? Si moi, Damien, étant un homme, je m'associe avec un homme et mon projet fonctionne, ça veut dire que mon énergie sexuelle avec les gens du même sexe fonctionne correctement. En Amérique latine, on l'appelle l'énergie du yananti. Ça, c'est pas très très important. C'est pour vous dire que certains peuples originaires ont déjà donné un nom à cette énergie sexuelle. Et si je réussis à travailler avec quelqu'un d'un sexe différent, oui, ça a un autre nom. Quoi Pourquoi ça fonctionnerait pas? Massinti, hein? Pourquoi ça fonctionnerait pas? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un... Parce qu'il y a des gens qui ont justement un type de cette énergie sexuelle bloquée. On est bien d'accord qu'il y a des femmes qui ont du mal à travailler avec d'autres femmes. Ou il y a des hommes qui ont du mal à travailler avec d'autres hommes. C'est normal. Mais ils pensent que c'est juste un problème parce qu'ils ont du mal à travailler avec les hommes et c'est bien comme ça. Non, c'est pas un problème. C'est que, je veux dire, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose que tu as un problème avec ton énergie sexuelle, selon les peuples de l'Amérique latine, yananti o masinti. Tu as du mal à travailler, à créer des choses avec des gens du même sexe ou avec des gens de différents sexes. Et tu dois le travailler. Ça peut se travailler à niveau métaphysique parce que ce n'est pas un comportement normal. C'est pour ça que c'est important. Après, toutefois, il y a des métiers où, moi, par exemple, j'ai un métier où je travaille avec beaucoup,
avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oui. C'est parce que je suis dans une... On est d'accord. c'est pas un choix. C'est Dans ce cas-là, c'est pas un choix, mais toi, tu devrais voir, est-ce que le peu de fois que je dois travailler avec des femmes, comment ça se passe? Si ça se passe bien, génial, ça veut dire que cette énergie sexuelle, et si ça se passe mal, eh ben, il y a un blocus. Et il faut le travailler. Si tu te sens bien comme ça, il n'y a pas de souci. Si tu veux remédier ça, ça peut se travailler. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la médecine de la polarité. Alors, on peut prévenir ça et on peut le savoir. Les aimants, positif, ça se repousse. Négatif, ça va se repousser. Il faut positif et négatif. Les hommes et les femmes, ils ont une polarité pas identique pour qu'on puisse se compléter. Qu'est-ce qui se passe? Quand on n'est pas en phase, en fait, on peut détecter ça. Il y a des consultations qui se font pour savoir si on est en équilibre. On voit un couple qui s'aime, tout va bien, mais chacun habite seul. Qu'est-ce qu'on dit? Ils sont pas en phase. Et du coup, la médecine orientale, chinoise, japonaise, coréenne, tibétaine est basée sur cet équilibre du yin et du yang. Si vous comprenez pas la médecine, l'électricité, il faut le positif et le négatif. Si on met deux négatifs, deux positifs, pas de jeu. Il faut le positif et le négatif. Il faut qu'ils soient en place, pas inversés. Et quand on teste les gens, normalement cette médecine, on va voir qu'ils ont une polarité identique, une polarité inversée. Du coup, les femmes qui ont une polarité inversée, ils vont attirer les femmes. Ils vont pas comprendre, ils disent bizarre, c'est les femmes que j'attire. Et après, ils vont avoir des problèmes d'ordre hormonaux. Ils vont dire, ah oui, j'ai un problème de pilosité, règles douloureuses, abandon, pas suffisant, comme un homme, il n'est pas censé avoir. On rétablit la polarité et tout suit après. Du coup, ça résume un peu, mais voilà, là on parle de médecine, pas énergie. On disait, ça c'est, on en parle beaucoup, mais bon, ce que justement, comme on disait au début de la rencontre, pour nous l'important c'est de réveiller des questions. Donc, je vois que les questions se réveillent et ça, je suis content. C'est difficile parce qu'on a un peu de temps. Mais ça c'est un arbre de vie. Il est présent dans toutes les cultures. Mon Dieu. Je pense que c'était Bon, j'ai plus d'arbre. Voilà, il est là. Ça, c'est un arbre de vie, il est présent dans toutes les cultures et les sagesses ancestrales, les soufistes, les Hébreux, les peuples originaires de l'Amérique latine. Ça foire. Ils n'aiment pas vraiment tout ça. Ils ne veulent pas que je montre ça parce qu'ils savent que c'est pas très puissant. C'est bon. Ce que je vous disais, c'est que c'est important dans l'arbre de vie, cette sphère représente le chakra numéro 2, et cette sphère-là représente le monde physique. Donc, ce que nous dit l'arbre de vie, c'est que, afin de pouvoir matérialiser tout le monde énergétique, ceci doit forcément passer par cette sphère-là. Et cette sphère-là, c'est le chakra numéro 2 pour pouvoir le matérialiser. Ça, on va en parler beaucoup le samedi, mais je peux vous donner quelques pistes, des choses qui font que notre chakra numéro 2 se bloque ou il puisse se débloquer. Donc, les choses qui débloquent ou qui bloquent le chakra numéro 2, c'est ce chakra également, on l'appelle le chakra des relations. Donc, une des choses que je vais devoir faire très très attention dans ma vie, pour pouvoir débloquer mon chakra, c'est justement penser aux relations qui se trouvent dans mon groupe d'âme. C'est quoi mon groupe d'âme? C'est les relations les plus importantes que j'ai dans ma vie. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être un père, une mère, mon mari, mon épouse, mon chef. Si je le vois pendant 20 ans, il appartient à mon groupe d'âme. Mon ex-conjoint, il appartient à mon groupe d'âme. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une bonne nouvelle, mais les groupes d'âme, ils réincarnent vie après vie. Donc vous allez tous vous retrouver. Et une des choses qui bloque le plus ce chakra, c'est quand une relation de mon groupe d'âme est distorsionnée. Il y a une désharmonie. Il y a quelqu'un qui soumet à l'autre personne. Ça, c'est très très important de comprendre.
Si dans mon groupe d'âme, mon chef, mon mari, mon époux, mon ami, mon frère, qui que ce soit, il y a entre les deux personnes une relation de soumission, le chakra numéro 2 se bloque. Et c'est important de le savoir. S'il y a un chef qui soumet à un employé, c'est pas seulement le chakra de l'employé qui va se bloquer, c'est également celui du chef. Ça, c'est important de comprendre. Et la relation pour bloquer le chakra numéro 2, c'est pas seulement quand il y a une relation de soumission avec quelqu'un, sinon aussi avec quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on est d'accord que si moi j'ai une addiction avec l'alcool, on est d'accord que l'alcool me soumet. Si j'ai une addiction avec la cocaïne me soumet. Ça veut dire qu'une personne qui a une addiction, c'est impossible qu'elle n'ait pas son chakra numéro 2 bloqué. Et quelles sont les conséquences de ne pas d'avoir le chakra numéro 2 bloqué? C'est que la sensation d'abondance, elle n'existe pas. On est dans le manque. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et être dans le manque, ça ne veut pas dire, vous êtes d'accord que ça n'a rien à voir avec l'argent. Je peux avoir plein d'argent et me sentir dans le manque. Je peux avoir peu d'argent et me sentir dans l'abondance. Ça dépend de chacun. Savoir qu'on est en abondance, ça veut dire, c'est sentir qu'il ne me manque rien. Si je sens qu'il me manque de l'amour dans ma vie, je peux t'assurer que tu n'es pas en abondance. Donc, ça a à voir avec ça. Donc, une des choses à travailler pour pouvoir justement avoir des sensations d'abondance dans la vie, c'est justement harmoniser les relations dans le groupe d'âme. Je dois réfléchir à quelles sont les relations dans lesquelles ou bien je suis soumis, ou bien moi je soumets, ou bien il y a une désharmonisation, et je dois travailler pour les harmoniser. L'autre chose qui bloque et qui débloque beaucoup mon chakra, c'est la créativité. L'énergie de la créativité fonctionne comme un tourbillon qui nettoie le chakra numéro 2. Donc, quelle est la place de la créativité dans ma vie? Est-ce que j'ai de la place pour imaginer et pour matérialiser? Si je n'ai pas de place pour créer et pour matérialiser, c'est très probable que mon chakra soit bloqué. Et finalement, également, il y a une méthode pour débloquer également le chakra sexuel, c'est celle qu'on va voir le samedi, ça a à voir avec les respirations tantriques. Les respirations tantriques, ce qu'elles font, c'est justement, on va en parler, débloquer le chakra. Et finalement, ce qu'on allait voir maintenant, c'est l'histoire de la sexualité. Une sexualité consciente peut être utilisée comme une des énergies les plus puissantes au moment de débloquer notre chakra sexuel. Et une énergie, on va dire, non consciente, une relation sexuelle non consciente, c'est une des choses qui fait que mon chakra se bloque le plus. Ok? Donc maintenant, on va parler exclusivement des relations sexuelles. La différence entre conscient et... C'est ce qu'on va voir maintenant, tout à fait. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, une des choses que on peut voir, c'est que on a l'habitude de pouvoir nous rendre compte que chaque fois qu'on parle de magie, surtout quand on parle de magie noire, il y a toujours de la sexualité qui tourne en rond. Il y a toujours des trucs avec des vierges, dans les initiations, il y a beaucoup d'orgies, il y a toujours l'histoire de la sexualité. Et la première chose que je dois comprendre, c'est que une relation sexuelle, c'est le moment où un couple dégage, émane, utilise la plus grande quantité d'énergie disponible pour un être humain. C'est le moment où il y a le plus d'énergie disponible pour faire des choses. On va en parler. Mais pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a en jeu dans une relation sexuelle, on va imaginer, on va décrire à niveau caricature, c'est pour que ça se comprenne, qu'est-ce qui se passe
au moment de faire une prière. Je vais vous parler de ça parce qu'après on va comprendre. Comment fonctionne une prière? Si on devrait lui expliquer à un enfant comment fonctionne une prière, par exemple, si c'est une prière pour pouvoir trouver du travail, en Argentine, il y a beaucoup de saints qui sont pour trouver justement du travail dans la vie. Si moi je commence à prier, pour notre exemple, ce qu'on va imaginer, c'est que à travers mon intention et ma foi, ce que je vais créer, c'est des espèces de soldats énergétiques. Je vais commencer à créer des soldats énergétiques, et plus j'ai d'intention, plus j'ai de cohérence dans ma vie. La cohérence crée beaucoup de soldats également. Je vais avoir plus de soldats que je vais leur donner une mission. Avec mon intention, parce que l'énergie, elle suit tout le temps l'intention, je vais lui dire, les gars, allez, me chercher du boulot, allez. Et plus j'en crée, plus de possibilités je vais avoir de pouvoir obtenir ce que je veux. Ils vont aller travailler pour c'est aussi une sécrétion de DMT, c'est aussi une sécrétion de DMT comme ça, on est d'accord. C'est cérébral, c'est physique, quoi. C'est aussi physique. C'est très physique, que ce soit dans toutes les méditations possibles, imaginons que ce soit chez un soufi qui va être un darwish roulant qui va tourner pendant 2 heures, ou chez un chaman d'amérindienne, et on arrive, ou à yogi, on va arriver à la même intensité qui est exactement la même. Donc c'est plus une sécrétion de DMT et qui va faire que ce pouvoir de l'intention, c'est le cerveau, lorsqu'on parle du mental qui va manœuvrer pour que tout l'univers conspire à ce qu'on est et ce qu'on a désiré, c'est que dans ce sens. Toi, tu le vois comme ça. C'est quoi DMT? C'est une substance. Mais c'est bien, tu le vois comme ça. Moi, je vais parler, et c'est tout à fait valable, hein. Je dis, c'est un visage. Moi, je vais parler de métaphysique. Donc, c'est autre chose. C'est pas contraire à ce que tu dis, c'est complémentaire. D'accord? Donc, je disais que quand tu fais une prière, d'une certaine manière, quand tu fais une cérémonie, tu crées des soldats énergétiques à qui toi tu vas leur donner une mission. Et en supposant que je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi et beaucoup d'intention et beaucoup de cohérence dans ma vie, ce que nous disent les sagesses ancestrales, c'est que tu vas créer, on va dire, 30 soldats énergétiques pour qu'ils aillent te chercher ce que toi tu précises. Les sagesses ancestrales nous disent que chaque fois que tu fais l'amour avec quelqu'un, que tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, tu ne crées pas 30, 40 soldats, sinon on t'en crée 1000, 1500. C'est le moment où tu crées le plus de soldats énergétiques, c'est au moment d'une relation sexuelle. Alors, il y a un problème avec cet énoncé, il y a un problème. C'est parce que la plupart de nous, quand on fait l'amour, on pense jamais aux soldats énergétiques concrets. Alors, il y a un autre, j'arrive. Il y a un autre sujet, c'est que, est-ce qu'on est d'accord que l'énergie, on parle toujours à niveau métaphysique, hein, que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. On est d'accord. Donc, ma question serait, qu'est-ce qui se passe avec ces soldats énergétiques? Pour ça, je vais donner un exemple. Si un homme et une femme font l'amour et que la femme est dans sa période spéciale pour avoir les enfants, l'énergie de l'homme, elle est ici, l'énergie de la femme, elle est ici. Ils font l'amour. Et l'énergie, après 9 mois, on le voit clairement, elle s'est transformée en un enfant. C'est ce que disent toujours les sagesses ancestrales. Et les sagesses ancestrales demandent, qu'est-ce qui se passe quand un homme fait l'amour avec une femme et que par X raison, ils n'ont pas d'enfant? Où va cette énergie? Où vont ces soldats énergétiques? Donc ça dépend de 2 cas. Vas-y. Si tu es dans le cas d'un amour conscient où c'est la conscience qui fait l'amour à la conscience, donc on n'est pas dans un cas
d'émotion, ni de. Pas l'émotion, elle sera toujours là, mais on parle de deux cas de conscience qui fait l'amour. La conscience, elle n'est pas dans une logique de plaisir et de service niveau très bas de conscience qui n'est même pas atteindre. Donc, on n'est pas dans l'humain. L'humain, c'est le matériel, c'est ça, l'ego, etc. Si c'est l'ego qui fait l'amour à l'ego, et si c'est la conscience qui fait l'amour à la conscience, c'est un état conscient. Si c'est juste pour prendre du plaisir, ça c'est un cas, et l'autre c'est le cas. Ok. Dans le cas où il y a deux égos. Cas, oui, c'est un cas de rien du tout. Le premier cas de l'ego, c'est il y a vraiment création de ces, tu peux appeler des soldats sexuels, des soldats énergétiques. Donc c'est de l'énergie. Donc les soldats, avec une non-conscience, c'est un plaisir. Le plaisir, c'est de l'émotion. L'émotion, elle va se dévoiler, elle va partir à l'univers. Donc si tu n'es pas une personne consciente et qui sait ce qu'elle a créé, en fonction de l'émotion du moment et des autres émotions que tu as, même si elles ne sont pas exprimées ou réprimées, c'est-à-dire que tu as un problème au travail, tu as quelque chose de ce genre, et tout, etc. Ces soldats-là, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller avec de l'émotion brute qui était en toi, de l'énergie brute, non traitée, non évacuée par des méditations, etc. Ils vont aller avec cette même vibration que je dirais, qui est une vibration négative, qui est ça. Ils vont aller sans ordre de mission donné. Ils vont sortir, ils vont se propager dans l'univers. Et chaque chose étant égale par ailleurs, ils vont balancer, ils vont ramener d'autres énergies, ils te ramèneront des faits, des actions, des expériences. Tu vas passer par la droite, tu vas te retrouver dans un problème de machin et tout, etc. Si c'est par exemple, tu as une insécurité, de l'instabilité, de l'insécurité par rapport à ton travail, ça c'est, tu fais, et tu rentres dans une relation sexuelle qui n'est pas consciente, ça, l'insécurité, elle va être renforcée. Parce que ces soldats vont aller faire leur travail auquel ils ont été destinés par programmation interne, même avant que tu ne les orientes, toi, en tant qu'être humain. Par contre, quand on est dans l'état de vue conscient, dans la conscience l'énergie, on sait bien qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'elle naît? Quasiment quand on est dans la conscience, on la voit se créer en nous, on la voit se dévoiler, se être. Donc on sait bien comment est-ce qu'elle est, on voit qu'on est déjà quand on est dans un état de conscience ultime, l'émotion elle est reconnue, elle est perçue, perceptible, elle est maîtrisée par le conscient, par l'être humain, pas par l'être humain, par le conscient, l'âme. L'être humain il n'a rien à faire de ça, à part le réceptacle, le gabarit humain, qu'elle soit matérielle, qu'elle puisse agir matériellement. Et là, ces soldats, ils partent avec un ordre de mission claire. Ok, this is joy. Ça, c'est de la pure joie de vivre. C'est de la pure confiance de vivre. C'est de la pure connaissance de ma mission de vie. Voilà ce qui tourne dans un état conscient. Et dans les deux, il y a du self-building, du partage d'abord de l'énergie. Et ce qui reste, ça, on va l'utiliser entre nous en tant qu'après, ça va nous renforcer, ça va grandir notre chakra. Ce qui va rester, ça va aller pour ramener ce que nous véhiculons comme énergie à l'univers. Je suis une énergie d'amour pour moi-même et pour tout le monde. Ça va aller, ça va me ramener la même énergie. D'accord. Donc, une des choses les plus importantes de comprendre, c'est que, pour ça, je continue à souligner que l'on parle du monde métaphysique. Donc, dans le monde métaphysique, il y a des entités. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des entités? Des entités négatives, des entités obscures, vous voulez l'appeler des démons, des énergies négatives, comme vous voulez. On est d'accord? Je ne vous vois pas trop convaincu. Si, normalement on est d'accord parce que même religieusement ici, nous on sait que tout est une entité, tout ça c'est une entité, tout la pierre, Ok. Donc la question que on doit se poser, c'est
une entité négative, un démon, comme vous voulez l'appeler, de quoi il s'alimente? D'énergie. De quelle énergie? De quelle énergie? De l'énergie sexuelle. Pas seulement de l'énergie sexuelle. En grosse partie. En grosse partie. Ça, c'est très important. Lorsqu'on prend conscience, on sait que, effectivement, lorsqu'il y a une défaillance sur ce plan-là, c'est comme lorsqu'on va appeler, par exemple, le colon, le deuxième cerveau, ben voilà, l'énergie sexuelle, lorsqu'il y a une défaillance, ben, ça va justement Lorsqu'il y a alimenter. une défaillance, on est tout à fait d'accord, pas de n'importe quelle énergie sexuelle, ça c'est important, mais c'est important de comprendre qu'une entité, un démon, je ne sais pas comment vous l'appelez, ici au Maroc. C'est énergétique, on s'en fout du nom, peu importe le nom que ce soit, ça reste la même chose. Oui, mais moi je veux qu'on me comprenne. Est-ce qu'on me comprend quand je dis identité? Ok, ça c'est important. Moi ça me dérange mon entité, parce que je suis un peu mateuse sur les bords, donc c'est comment tu veux que je l'appelle? Moi j'appelle ça un peu vibratoire, moi je suis plus physique quantique, donc on va plus partir sur de la vibration, sur le vibratoire. Ok. Ok. Donc, comment tu veux que je l'appelle? Comme ça, il n'y a pas de mal? Comme vous voulez. Comme je veux? Ok, une entité. Donc, c'est important de comprendre de quoi s'alimente une entité. Ici, comment c'est ton prénom? Yaslan. Un moment, s'il vous plaît. Comme a dit Yaslan, elle s'alimente d'énergie sexuelle, entre autres. Donc, je demande de quoi d'autre s'alimente une entité. De la peur. De la peur. C'est quoi? Déjà, si vous me permettez, oui, déjà, notre sphère, oui. Parce que sachez bien que toujours on parle d'ego. L'ego, c'est entre le narcissisme et l'égoïsme. Oui. Dès qu'on arrive à vaincre l'ego, notre ego, on peut évoluer, on peut dépasser la peur, on peut réaliser nos objectifs. Ça, mon cher ami, c'est un travail de longues années. Oui, ça c'est une science cognitive, ça, il faut s'y connaître aussi. Ça aussi, ça entre dans ce cadre. C'est pas uniquement les maths, c'est pas les purs, c'est pas l'abstrait, ça rentre dans le cadre des sciences cognitives. Il faut se connaître un peu dans la philo, dans la physique quantique, c'est-à-dire il faut tout un bagage. Alors, si vous me permettez, donc, déjà on parlait de l'ego. L'ego, déjà, lorsqu'on arrive à contrôler son ego, on commence déjà à acquérir la loi de l'attraction. Oui. C'est-à-dire, déjà, on attire les énergies positives. Oui. Et on arrive à focaliser nos énergies pour arriver à nos objectifs. Oui. Le cas contraire maintenant, si on raisonne par l'absurde, oui. Madame la mateuse, si on raisonne par l'absurde, c'est la mateuse et les mateuses. C'est quoi? Et les mateuses, elle fait du maths. C'est que c'est que les énergies négatives, c'est que dans notre sphère, le diable ou les énergies négatives, ils ne peuvent pas pénétrer notre sphère, puisque notre sphère, il y a une de notre sphère. Oui, exactement. Ouais. Non, mais si tu es faible, si tu es peureux, si tu es vaincu par l'ego et la peur, dans ce cas, il peut. Donc la plupart des êtres humains. Oui, moi je rentre dans ce cas-là. Vous y compris. Moi y compris. Tout à fait. D'accord. Non, mais ça mais on n'est pas toujours dans un système permanent. Même les sages, ils sentent pas parce que là, c'est un autre débat, c'est des dimensions de conscience de chacun de nous. Venons à la conférence parce qu'il faut le laisser. Ok, mais c'est bien ce que tu as dit. Je vais reprendre pour essayer de trouver un petit peu d'ordre. Mais c'est bien, tout ce que vous dites, c'est correct. Ça laisse personne. Donc, on va essayer de structurer. Mais ce qui est important de savoir, comme vous avez bien dit, c'est que les entités, je vais essayer d'être un petit peu plus ça se comprenne, elles s'alimentent, je vais lui mettre un nom très simple, elles s'alimentent de nos émotions négatives. On va les appeler comme ça, émotions négatives. La peur, la haine, la colère, la tristesse, la mélancolie, d'accord? Et de l'énergie sexuelle. On va voir, pas de n'importe quelle énergie sexuelle. Comme a dit Ali, il y avait deux types d'énergie sexuelle. Une faite avec conscience, c'est la plus rare, c'est la paix.
C'est très très peu de fois qu'on arrive à créer une énergie sexuelle consciente. 99% pour les 99% des êtres humains, chaque fois qu'on crée de l'énergie sexuelle, c'est pas ce type d'énergie sexuelle qu'on est en train de créer. C'est la première chose de laquelle je dois être conscient. Donc, et je vais rajouter une autre émotion qui est beaucoup plus cachée et qui est un gros aliment pour les entités, c'est l'euphorie. L'euphorie, attention, on a l'habitude de penser que quand on est euphorique, on est heureux et on est en haute vibration. Alors absolument pas. Absolument pas. Parce que sinon ça veut dire que si je bois 10 bières, je suis en haute vibration parce que je suis euphorique. Il y a un piège là-dedans. Donc on va rajouter ceci à notre alimentation des entités. Donc ce que je dois savoir, c'est que chaque fois que je produis ce type d'émotion, je suis en train de produire une alimentation. Et puis si en plus, je suis quelqu'un qui essaye de parcourir un chemin spirituel, mon émotion, c'est de la haute cuisine. Quand je suis en émotion négative, je suis un très très bon aliment pour les entités, pour les djinns négatifs. Donc, et comme bien disait, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Comment ? Issan. Ah, ça c'est plus facile. Issan. Comme a bien dit Issan, l'énergie sexuelle, c'est l'aliment qui plaît le plus aux entités. Ça c'est très très important de comprendre. Chaque fois que je produis, à travers une relation sexuelle, une énergie sexuelle de conscience basse, ça veut dire une énergie sexuelle qui n'est pas faite avec amour, avec haute conscience, avec la trinité de la volonté, la conscience et l'amour, je suis en train de produire une énergie sexuelle basse. Et cette énergie sexuelle de vibration basse est le plus grand aliment des entités. Donc, la première chose que je dois commencer à faire dans ma vie pour avoir une sexualité consciente, c'est que je dois protéger cette énergie sexuelle basse pour qu'elle ne représente pas un aliment pour les entités. C'est une des premières choses que je dois faire. Et la deuxième chose que je dois faire, et je vous invite à faire la preuve, c'est que chaque fois que dans votre vie, vous avez des relations sexuelles, donnez-lui des missions à vos soldats. Essayez de le faire. Et après, on va vous donner notre contact et vous nous écrivez comment ça a marché, si ça n'a pas marché. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. D'abord, il faut comprendre que chaque fois que j'ai des relations sexuelles, je vais produire de l'aliment si ce n'est pas une relation sexuelle qui est dans l'amour lumineux. Donc, la première chose que je vais faire, c'est ce qu'on appelle, on dit en français, consacrer. Oui, je dois consacrer mon énergie sexuelle. Ça, c'est très, très important. Et je dois lui donner un objectif de lumière. Ça veut dire, je vais avoir des relations sexuelles et je dis mon énergie sexuelle, je veux la consacrer pour la paix dans le monde, pour avoir mon projet de ma maison. Je lui donne une mission. Au lieu de faire 10 000 prières par jour, je dois utiliser, en plus de mes prières, je dois utiliser mon énergie sexuelle. Alors bien, il y a plusieurs cas de figure. Si j'ai la chance d'avoir un couple qui est dans le même chemin que moi, alors c'est génial, parce qu'on peut rassembler nos soldats. Et là, on devient des gens très très puissants à niveau énergétique. Je vous dirais même plus, un couple, ça, en sanskrit, vous pouvez après le chercher, on l'appelle Maituna. Maituna, c'est faire une cérémonie de ta relation sexuelle. C'est le Maituna. C'est sanskrit. Après, cherchez-le. M-A-I-T-U-N-A. Maituna. Cherchez-le. C'est une cérémonie sexuelle. Donc, c'est justement, sacré, tout à fait. Une cérémonie sexuelle sacrée. C'est sacraliser le sexuel. À ce moment-là, donc, si j'ai la chance d'avoir un couple, et je peux le faire, le jour que dans les sagesses ancestrales, on consacre toujours qui est le plus puissant pour faire un Maituna, c'est le vendredi, parce que c'est géré par Vénus, le vendredi. Mais ça, c'est
à part. Ça lui donne encore beaucoup plus de puissance au soldat, mais un Maïtouna, ça fonctionne n'importe quel jour de la semaine. Donc, comment je vais faire un Maïtouna? Je dois être conscient que d'abord, c'est l'énergie féminine qui va dire le comment. Parce que c'est elle qui sait apprécier le processus. Pourquoi? Parce que le truc dans un Maïtouna, c'est que la cérémonie, elle dure le plus longtemps possible. Pourquoi ma cérémonie sexuelle doit durer le plus longtemps possible? Je crée plus de... C'est exactement ça. Je crée plus de soldats. Donc, je dois être conscient que si ma cérémonie, et ce qui est important, c'est que tout au long de la cérémonie, on est bien d'accord qu'une cérémonie sexuelle, une relation sexuelle ne commence pas avec la pénétration. Elle commence bien plus avant. C'est ritualisé, je peux faire un peu de parfum, un peu de massage, un peu de vin, parce que je commence déjà à créer des soldats quand je caresse quelqu'un. Oui. Mais ça, si vous voulez, c'est dans toutes les civilisations anciennes. Avant, par exemple, vous avez chez les Amérindiens, quand ils partaient en guerre, en pleine Amazonie, il y avait un rituel sexuel avant chaque guerre ou avant chaque événement important, et c'était fait dans ce sens. Mais malheureusement, on est au XXIe siècle, on n'est absolument plus dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné, on s'est complètement perdu, et de conscience, et d'âme, et de perception, tout simplement. On a une conjoncture avec qui on est réellement, et malheureusement, c'est le cas. Donc, c'est un peu délicat de remettre un peu ça, même si on en prend conscience. Mais après, par exemple, vous n'allez pas avoir un partenaire qui va être dans le même état d'esprit que vous. On va en parler des deux cas. C'est pour ça, et pour rajouter à ce que tu disais, la lune de miel. On dit lune de miel en oui. La lune de miel, originellement, les amants, ils partaient pour avoir des relations sexuelles. C'est qu'ils partaient chercher des connaissances ésotériques à niveau sexuel. C'est ça l'origine, vraiment. Après, on l'a transformé en Cancun, Mexique, la plage, la bière et tout ça. Mais originellement, la lune de miel, c'était pas ça. Mais on va aller aux deux cas. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un couple qui peut faire avec moi un Maïtouna et quand j'ai un couple qui est pas dans le même chemin. Donc, quand j'ai un couple que j'ai la chance de pouvoir avoir un couple qui fait la même chose que moi, je dois profiter de cette bénédiction pour pouvoir faire un Maïtouna. Et il faut, je le dis toujours, il faut demander des choses grandes. Quand je fais un Maïtouna, c'est pas petit ce que je dois demander. Je dois demander quelque chose vraiment, vraiment en grand. On a fait cette conférence plein de fois et on a réussi, pas toutes les conférences, à que un ou deux couples fassent des Maïtouna, et puis les résultats, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Donc, je vous invite à le faire. Après, on a ce cas-là. On n'a pas le temps, l'idée c'était de pouvoir parler au moins 20 minutes d'une Maïtouna avec un couple qui peut le faire. Et maintenant, on va parler rapidement de qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas un couple qui est dans ce chemin d'éveil. Donc, ça le fait pas trop. Si par exemple, je connais quelqu'un le premier jour, et je lui dis, écoute, ça te dérange si on rassemble tes soldats avec les... ça va pas le faire, il va faire, ok, oui, après, oui, je te téléphone, tranquille, t'inquiète pas. Donc, il y a des moments où je ne peux pas le faire. Ce qu'on conseille toujours dans ces cas-là, c'est ne jamais oublier de consacrer mon énergie sexuelle, mes propres soldats, leur donner une mission, un projet, et toujours être pour consacrer mes soldats. Ok. D'autres cas qui se produisent. Est-ce qu'il y a des questions, des doutes par rapport à ça? Non, vous avez la liste de partenaires qui sont dans le même registre. On va faire une communauté maintenant. Bon faire. Parce que là, il va falloir enlever toi. Alors, d'abord, oui, on est d'accord. D'abord, si je suis tout seul dans ce chemin, c'est important parce que des fois, c'est vrai. Des fois, on n'est pas toujours dans l'amour, pour faire l'amour de manière consciente. On est d'accord. C'est la plupart des fois, il n'y a pas de souci.
Non, si, excuse-moi. C'est justement. C'est ça. Je veux pas dramatiser. Ah non, il faut dramatiser. Mais non, mais sérieusement, parce qu'il y a un problème. Moi, il faut appeler un chat. Oui. Non, c'est la fréquence. Tu changes de fréquence, tu crois, ça vient. Et ici, on retrouve ce qu'on disait, parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu des comment on dit le féminin de prêtre? Prêtresse. Vous avez entendu parler des prêtresses sexuelles d'Égypte? Oui? Vous en avez entendu parler? Vous en avez entendu parler? Ok, on est d'accord. Il y a des... Oui, Isis, Marie-Madeleine, on disait que c'était des prêtresses sexuelles. On en a entendu parler, d'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de prêtres sexuels? On ne revient pas au catholicisme. On n'en a pas entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'apprécier le processus. Les hommes, ils ne savent pas faire. C'est ça qui est important. L'homme, il va à l'objectif. D'accord? Et ce qu'on va parler également le samedi, et ça c'est pour regarder la puissance de l'énergie sexuelle quand elle, justement, elle est mal dirigée. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les prêtres catholiques. On n'aura jamais appris à contrôler leur énergie sexuelle. On leur a dit que l'énergie sexuelle, elle se contrôlait avec la flagellation. Ça n'a rien à voir avec la flagellation. On aurait dû leur apprendre au Vatican des respirations tantriques. Déjà, le célibat, c'est quelque chose de très polémique. En plus, vous savez mieux que moi que le célibat, ça n'a rien à voir pour le catholicisme. Ça vient beaucoup d'années après, le célibat. D'accord? Donc, ça a à voir avec ce contrôle. On l'appelle le ver de Hermès. Hermès, vous avez entendu parler? Voilà. Donc, on l'appelle, le coccyx, c'est là que s'accumule l'énergie sexuelle. On va essayer d'en parler dans une relation sexuelle. Si moi, par exemple, on est d'accord, je lui donne la main à Alejandra, on est en train d'échanger de l'énergie dans le monde métaphysique. D'accord? Si moi je la serre dans mes bras, on échange encore plus d'énergie. Et si on se donne un baiser et on échange de la salive, là on commence à échanger beaucoup d'énergie parce qu'il y a l'ADN qui est l'ADN. On est d'accord? L'ADN de son partenaire pendant 6 mois. Et minimum. En étant très optimiste. Pourquoi? Et la mauvaise nouvelle à niveau métaphysique pour l'énergie féminine, c'est que l'énergie féminine, on disait qu'elle retenait. Donc, elle retient beaucoup plus. Au moment d'une relation sexuelle, ça, c'est Alejandra qui le dit généralement, mais au moment d'une relation sexuelle, la femme, avec son âme en forme de vase qu'on parlait, c'est celle qui retient plus. C'est pour ça que le nettoyage des mémoires énergétiques sexuelles des femmes est très très important. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies de cercles de femmes, etc. Il y a des thérapies avec les œufs d'obsidienne. Il y a différentes thérapies, mais bon, ce que je dois comprendre, ce qui est très important, c'est que au moment d'une relation sexuelle, Alejandra reçoit mon énergie, mon aura, comme vous voulez l'appeler, c'est pas grave, mon ADN et tout ça, et moi je reçois une partie de la sienne. Alors, si c'est ma femme, c'est pas un problème, parce que après le soir, on dort ensemble, et puis petit à petit, chacun commence à récupérer son énergie. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce qui se passe avec une personne, un homme ou une femme, qui a plusieurs relations sexuelles à la fois, dans une semaine, dans un mois, même dans un an. Si comme ça se passe maintenant des fois dans des discothèques où il y a des gens qui ont des relations sexuelles dans les toilettes et puis après, si je t'ai vu, je m'en souviens pas, je sais même pas ton nom. Cette personne, oui, elle part avec une partie de l'énergie de l'autre personne, et il se produit une fusion. C'est pour ça que et ça, quand on parle de ça, je suis absolument pas dans le jugement. Alors absolument pas dans le jugement, je dis pas si c'est bien, si c'est pas bien. La seule chose que je fais, c'est décrire énergétiquement ce qui se passe. Ça doit être clair, noir sur blanc, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Donc, ce qui se passe, et ce qui est très important, et si on a la possibilité de parler aux plus jeunes, parce que
ces choses-là, on a mis beaucoup plus de temps à apprendre. C'est qu'une personne qui a beaucoup de relations sexuelles avec des personnes différentes, c'est difficile qu'elle se sente complète, qu'elle se sente en abondance, qu'elle puisse se sentir bien. Pourquoi ? Parce qu'elle a son énergie dispersée dans plusieurs personnes, et puis à la fois, surtout les femmes, elles ont et elles reçoivent l'énergie de la personne avec laquelle elles ont été. C'est pour ça que beaucoup de fois, quand un homme trompe une femme, en métaphysique et dans les sagesses ancestrales, on dit tout le temps, c'est pas que la femme, oui, elle a un pouvoir intuitif qui est extraordinaire, mais il y a un moment donné, c'est qu'elle commence à recevoir des pensées de l'autre personne qui ne lui correspondent pas. C'est ça qu'elle commence à sentir. C'est pas que, ouais, comment tu sais? C'est parce qu'elle commence à recevoir. Donc, c'est important. Et un homme qui a beaucoup de relations avec deux femmes, c'est un homme qui commence à disperser son énergie, et c'est quelqu'un qui commence à perdre le désir. Parce que, il y a un truc qu'on doit comprendre, c'est pas le sujet de cette rencontre, mais la fragmentation de l'âme et du champ énergétique, elle se produit beaucoup dans l'énergie sexuelle, dans les échanges sexuels. Et une des conséquences qu'a la fragmentation énergétique, c'est la perte du désir. Qu'est-ce que je souhaite dans la vie? Quand je ne sais plus ce que je souhaite dans la vie, quand je n'ai plus de désir, quand je ne veux plus rien faire, j'ai beaucoup de fragmentation de mon âme qui peut se produire par différentes raisons. Ok. Bon. Excusez-moi, juste dans le cas très extrême, il y a de l'abstinence, qui a pas de... Très bien, très intéressant. L'abstinence, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les situations d'abstinence? Dans les situations d'abstinence, c'est important de savoir ce qu'on parlait du ver de Hermès, on dit. Ok, donc du ver d'Hermès, que c'est le coccyx. On dit que... Pardon, le coccyx, on voit. Bon, mais l'énergie sexuelle, elle s'accumule dans le coccyx. Donc, chaque fois que j'ai... Après, vous avez dans les gnostiques qui disent qu'en fait, il faut jamais avoir un orgasme, surtout les hommes. Mais ça, c'est un peu orthodoxe. Mais bon, on va essayer d'en parler le samedi. Mais ce qui se passe, c'est que quand j'ai pas de relation sexuelle, mon verre commence à se remplir. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais si je sais la manière de s'utiliser l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie qui est densifiée dans mon verre par l'absence de relations sexuelles, je dois la porter dans un état gazeux, pour le dire d'une certaine manière. C'est le problème qu'ont les prêtres à niveau du catholicisme. Ils ont le verre d'Hermès, le coccyx, trop rempli, et ils savent pas comment s'utiliser l'énergie. Donc, l'énergie, elle commence à se sortir du verre, elle commence à dépasser le verre, et les émotions commencent à être incontrôlables. Donc, c'est très très important qu'une personne qui n'a pas de relation sexuelle profite, parce qu'il peut y avoir un énorme profit pour cette accumulation, mais elle doit apprendre justement à s'utiliser son énergie. Comment? Avec des respirations tantriques et avec des processus de créativité dans sa vie. S'il y a une femme ou un homme qui me disent, Damien, je suis dans une période où j'ai pas de relation sexuelle il y a X nombre de temps et je me sens, fais des respirations tantriques, renseigne-toi sur ça et participe le plus, à des processus de création à niveau artistique. Parce que cette énergie sexuelle, elle doit commencer à s'utiliser. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de fermer cette rencontre? Ok. Petite chose pour comprendre, parce que ça, je veux vous apporter tout ce que... Moi, je suis pas fan, absolument pas fan du catholicisme, hein. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les textes sacrés, comme le Coran, la Bible, la Torah, c'est pareil, le Popol Vuh, c'est en Amérique latine, le livre tibétain des morts, etc. Ils ont une quantité de secrets métaphysiques extraordinaires qui sont, dans le cas de la Bible, ils sont cachés dans des histoires qu'on dirait pour enfants. Comment on peut savoir que dans la Genèse, par exemple, il y a des énormes secrets à découvrir? C'est que
et on dit, quand on fait les études sumériennes de sagesse ancestrale, on dit toujours que où il y a une incohérence dans un texte sacré, en fait, il y a un grand mystère pour dévoiler. Ça veut dire qu'il faut faire attention à cette incohérence, il faut essayer de réfléchir à cette incohérence, parce que derrière cette incohérence, il y a un grand mystère qui peut être dévoilé. Et dans ces, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phrases de la Genèse, il y a toute la conférence qui est résumée. Maintenant, on va en voir. Mais pour que vous puissiez comprendre, la fin, il faut que vous compreniez quelque chose de l'arbre de la vie qui est très très important. L'arbre de la vie nous marque, bon, ça c'est le pilier masculin, le pilier féminin, ça c'est le chemin du milieu, et ça représente un chemin d'ascension. Ça veut dire que l'homme part du monde physique, il doit apprendre à traverser, je suis en train de faire un résumé horrible. Excusez-moi, je veux dire horrible, parce que je vais le faire en 1 minute, et ça, c'est une quantité d'heures inexplicable. Mais c'est pour que vous compreniez ça. Donc après, il doit conquérir le monde physique, ça veut dire qu'à niveau spirituel, le monde physique est très très important. Il faut toujours être dans la conquête permanente du monde physique. Je ne peux pas m'oublier du monde matériel ou du monde physique si je prétends faire un sentier spirituel. Après, je dois conquérir le monde de la magie, le Reiki, les registres akashiques, les prémonitions, les rêves, tout ça, ça habite dans ce monde. Je sais que c'est un 2e monde, donc il y a un 3e monde qui est le contrôle. Comment c'est ton nom? Tu parlais du contrôle de l'ego. Yassi parlait du contrôle de l'ego. Ce que nous dit l'arbre de la vie, c'est très intéressant, que contrôler l'ego, c'est beaucoup plus élevé spirituellement que faire n'importe quel type de magie. C'est beaucoup plus difficile. Et le 4e monde, c'est vraiment un monde pour les... Pardon? Un monde parallèle qui n'existe même pas en fait. C'est exactement, c'est un monde occulte. C'est un monde auquel accèdent les grands initiés. C'est des dimensions, ça, c'est des dimensions. Oui, c'est des dimensions également. Ça peut se voir comme des dimensions. Oui, mais c'est pas une transcendance. Et oui, on est en train de le voir à niveau linéal, mais c'est multidimensionnel. Et ce monde-là, auquel accèdent peu de gens, c'est les gens qui arrivent à contrôler l'inconscient. C'est les gens qui arrivent à expérimenter tout ce qu'ils comprennent avec le cerveau, ils arrivent à l'expérimenter avec le cœur. Ce monde-là, je vais pas m'arrêter longtemps, mais je veux juste un résumé, il s'appelle, oui, dans le monde biblique, il s'appelle Da'at. Retenez ce nom-là, Da'at, juste pour la fin de la tenue. D'accord? Da'at, il s'appelle. Ok? Da'at représente ce monde inconnu. Donc, tu parlais de la Kundalini. La Kundalini représente justement l'ascension de ce pilier du milieu pour pouvoir... Vous avez vu que des fois la Kundalini, elle est représentée par 2 serpents ou 2 dragons qui sont en train de mordre quelque chose. Ceux qui mordent dans les sagesses ancestrales, c'est Da'at. Parce que ce monde-là, Da'at, la manière la plus facile de pouvoir avoir accès à ce monde-là, c'est à travers des relations sexuelles conscientes. D'accord? Donc, ça nous marque et ça représente également la colonne vertébrale. Donc, ce que veut nous dire les sagesses ancestrales, qu'une des manières les plus faciles d'avoir la plus grande évolution spirituelle, c'est à travers les relations sexuelles conscientes. Une personne, un couple, ça c'est de l'anti-marketing, ce que je vais dire, parce que nous, on vit de nos ateliers, mais un couple qui arrive à faire un maïtuna, il n'a pas besoin d'aller à aucun cours de spiritualité, parce que c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que dans un maïtuna, tu as besoin de force de volonté. Pourquoi tu as besoin de force de volonté dans un maïtuna? Surtout les hommes. Pourquoi? Il faut se retenir. Tu as besoin de beaucoup de force de volonté. Tu as besoin également d'une autre force, que c'est l'amour. Tu as besoin d'aimer. Et tu as besoin d'avoir de la conscience. Ça, c'est la trinité du maïtuna. Amour, conscience et force de volonté. Donc, un couple qui arrive entre deux à gérer ces 3 énergies, en forme de kundalini, ils mordent, ils arrivent à Da'at. Ok? Vous vous rappelez de Da'at. Après, je vais vous dire pourquoi. Ok, Da'at. Maintenant, on y va. Alors,
Vous me donnez 10 minutes pour finir? Oui. Oui, on a le temps? Ok, 10 minutes, c'est bon. 9h11? 9h20, on va essayer. Ok. Alors, on va lire ça. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok, j'ai pas d'incohérence encore. Je continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'appela vers l'homme, et l'homme dit, voici une fois celle qui est... on l'appellera femme. C'est quoi l'incohérence ici? La côte. La côte. C'est ça l'incohérence. C'est quoi l'incohérence? Franchement, vous la voyez pas? Dieu, il avait créé la femme ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il a créé alors ici? Pourquoi on dit que la femme est sortie de la côte de l'homme? Si, ici c'est très clair. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. On a une incohérence. On est d'accord? Après, je vais vous montrer, il y a une autre encore incohérence, beaucoup plus grande à ce sujet. Alors, il faut aller... Pourquoi je vois pas L'incohérence, c'est que Dieu créa l'homme et la femme au début, ça suite, et ensuite, 2-3 pages après, il dit que la femme, elle est créée à partir de la côte de l'homme. C'est vraiment ridicule. Dans le récit de la Genèse? Pas encore. Dans le récit de la Genèse, oui. Dans le récit de la Genèse. Très intéressant. C'est l'explication de comment il a créé la femme. Non, parce qu'il l'avait déjà créé. C'est chronologique. Non, il n'y a pas de chronologie dans le récit. Ensuite, il y a plusieurs pages et créer la femme parce que la côte de l'homme. Le truc. Écoutez, comment ça se... La solution, on est d'accord dans ce que tu as dit, il n'y a pas d'incohérence. Mais pour ça, il faut connaître le message divin. L'incohérence, c'est comme si tu es en train de... Si tu as un doute sur, par exemple, sur une traduction d'une chanson, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as... Original. Tu vas à l'origine. Traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. C'est exactement ça. Je peux te le piquer, ça? Oui. Merci. Piquer, trahir. Traduire, c'est trahir. Traduire et traitionner. Ok, j'adore. Donc, la traduction originale, elle nous dit que ici, on ne parle pas de femme. Ici, si, on parle de femme. Je ne vais pas vous embêter avec les traductions, après vous C'est en hébreu. vérifier. Oui, c'est l'hébreu ancien. C'est même pas, c'est en araméen, la langue. Et la Bible, l'hébreu, de la même manière que l'arabe, il vient de là. D'accord, mais vous êtes un public très instruit, donc ça vient. C'est ce que je veux dire. Donc, ici, le mot c'est pas femme, le mot c'est essence féminine. Ici, ce que vous avez, Ishtar. ici, ce que vous avez ici, c'est un code, un protocole pour pouvoir trouver la femme ou l'homme de votre vie. C'est intéressant? Ça vous intéresse? Ok, on va y aller. C'est un protocole. C'est un protocole que si moi, j'aurais appris ça il y a 20 ans, je me serais épargné pas mal de mal. Pas mal de divorces dans ma vie. Ok, donc on y va. Donc la première chose, donc ça c'est un protocole pour pouvoir attirer à toi l'homme ou la femme de ta vie. Ok, ça c'est le protocole. Et comme la Bible, dans ce cas-là, oui, elle a été traduite, donc trahie par les hommes. Elle est écrite du point de vue de l'homme, mais c'est valable pour femmes et pour hommes. D'abord, savoir que le mot Adam ou Adam en hébreu ancien, ça veut dire humanité. Ça n'a pas de sexe. C'est pas masculin ou féminin, c'est l'être humain. D'abord. Mais la deuxième chose que me dit c'est la chose suivante. Comment je dois faire pour attirer la femme ou l'homme de ma vie? L'homme, dans ce cas-là, il doit réveiller son côté féminin. Ce que se produit à travers la côte, c'est la manière dont a trouvé, il y a 3000 ou 4000 ans, l'essence féminine. Si un homme ne réveille pas son essence féminine, il va pas pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer que des folles. Comme moi je faisais avant. Que tu vas attirer que des folles. Donc, le premier pas, donc on a trois étapes dans cette histoire. Il y a Ève, on va dire, ou la femme qui sort de la côte
de Adam. La deuxième partie de notre histoire, c'est très intéressant, c'est très subtil. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, on avait déjà appelé femme ici, on comprend pas beaucoup pourquoi on va l'appeler femme, mais c'est une autre histoire. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Il n'y a pas quelque chose qui vous fait du bruit? Qu'est-ce qui est bizarre? Et je vais vous le faire plus simple. Pourquoi tu appelles la femme d'un nom qui n'est pas le tien? Pourquoi tu lui donnes un genre qui Attendez. n'est pas le tien alors qu'elle est... Attendez, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est là, regardez, de et à jusqu'à os. Là, il y a une grosse incohérence. Voici 7 fois. 7. Ah, 7 fois. 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 fois? Il y a eu des femmes avant. Si moi je dis 7 fois, cette bouteille me plaît, ça veut dire qu'avant il y en avait une. Mais non, mais sachant qu'à la base, ils étaient tous les deux. Sachant alors, c'est intéressant ce que tu dis. Hein, en réalité, c'est contradictoire. C'est une Oui, incohérence. ils étaient tous les deux. Attendez. Et à partir de à ce moment-là, normalement, il parlait Normalement. de personnes. Il n'y avait pas de tierce, il n'y avait pas de... On est d'accord. Est-ce que vous voyez l'incohérence que je suis en train de vous dire? Ici, il dit que la femme est sortie de sa côte et que c'est la première femme, comment c'est possible que l'homme dit voici cette fois? C'est bizarre, parce que on sait bien que dans les textes sacrés, chaque mot a sa place. C'est bizarre, mais c'est pas bizarre. Ah, toi, je te parle, que tu fais comme ça, comme Mais parce que moi, après, moi, Ça révèle le côté féminin de l'homme. non, ce que ça veut dire, et ça c'est très très important de comprendre, c'est que avant d'attirer à Ève, Adam, il avait été avec d'autres femmes. Et il y avait d'autres femmes qui existaient. Mais non, ça Comment ça, mais non? On parle de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a Adam et Ève. Non, il n'y a pas Adam et Ève. Quand même, attendez. Quand Caïn a tué Caïn, comment on dit Caïn? Quand Caïn a tué Abel, Dieu l'a envoyé avec d'autres peuples. Vous avez vu ça? Comment ça qu'il y avait d'autres peuples? Si c'était les premiers habitants de la terre. C'est ça, Il y avait c'est pas une contradiction de religion, quoi. C'est pas une contradiction, c'est un secret très important. Écoutez-moi. Quelle a été la première femme d'Adam? Lilith. Vous avez entendu parler de Lilith? Bien. Lilith, ce que nous dit la Bible, alors, et ce que nous dit le texte, c'est tant qu'un homme ne révèle pas son côté féminin, n'équilibre pas les deux énergies qui l'habitent, la seule chose qui va attirer dans sa vie, c'est Lilith. Lilith pour les hommes, Samaël pour les femmes. Qu'est-ce que représente Lilith à niveau métaphysique? C'est la personne que tu attires quand tu es en vibration basse et qui sort le pire de toi. Le pire. Les pires émotions, tout ce qui est pire en toi. Hein? Tout le monde qui a eu un divorce sait parfaitement ce que c'est que d'avoir attiré une Lilith ou un Samaël dans sa vie. Ça y est, moi des fois je me regarde en arrière et je vois ma première femme. Et moi, j'étais son Samaël et elle c'était ma Lilith. Ça c'était clair. Je ferme les yeux et on dirait que j'étais à Vietnam. J'étais par le cou, par les cheveux. C'est comme ça. Pourquoi? Vous savez que dans les peuples originaires en Amérique latine, le premier mariage, il compte pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Dans beaucoup de peuples originaires en Amérique latine, le premier mariage, il compte pas. T'es pas marié. C'est un brouillon. C'est un brouillon. Tu peux revenir la deuxième fois avec la même femme, ou avec le même homme. Oui, il n'y aura pas le process. Tu commences à attirer des choses complètement différentes. Il peut se passer, évidemment, que dans un même couple, c'est des cas très difficiles, mais ta Lilith, elle se transforme en ton Ève. C'est possible, mais c'est les moindres cas. La plupart des êtres humains, les mortels, on a besoin de plusieurs, on va dire, essais dans la vie. Donc ça, c'est très court. Donc ici, on a la deuxième étape, on me dit la loi d'attraction. Et ici, c'est intéressant. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn.
Et elle dit, bon, c'est ça qui m'intéresse un peu. Regardez, là j'ai l'incohérence, je vais vous la faire très très petite parce que comme ça on part. Adam ou Adam connu Ève. C'est rigolo parce que dans la Bible, vous avez vu, c'est quasiment des fois pornographique. C'est une relation sexuelle. Et c'est bizarre parce que plein de fois la Bible, elle dit les deux sœurs, elles ont comment on dit quand tu saoules quelqu'un, saouler on dit, quand quelqu'un tombe dans l'alcool. Deux sœurs ont saoulé leur père pour avoir des relations sexuelles avec lui. C'est horrible là. On parle de fornication, on utilise plein de fois des mots pour dire des relations sexuelles et des mots qu'on comprend parfaitement. Et ici, il dit Adam connu. C'est comme si soudain, la Bible, la nourriture, elle est pas baptisée, mais elle le prend. Moi, je commence à trembler. Parce que je me dis, oulala, si elle tombe sur certaines pages, elle va me poser des questions, je ne sais pas ce que je vais répondre. D'accord? Il vaut mieux lui laisser GTA. Vaut mieux la mettre en haut, mais si je la mets en haut, elle va encore plus avoir envie de la prendre. Pour l'instant, je gère. Ici, le mot-clé, c'est connu, c'est connaître. Comment on dit dans l'hébreu ancien, presque aramien, le mot connaître? Da'at. Da'at. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que Adam, elle a, moyennant les relations sexuelles, elle a réussi, ils ont réussi à croquer. Da'at. D'accord? Ok. Bon, j'ai dit qu'on allait s'arrêter 9h20, il est 9h23. Je vous remercie beaucoup, on vous remercie beaucoup.